produit par Binge Audio. Jusqu'où on peut aller pour gagner sa vie, espérer devenir célèbre et trouver un sentiment d'appartenance. Depuis la mort du streamer Raphaël Graven, alias Jean Portmanov, en plein live le 18 août 2025, cette question reste en suspens dans ma tête. On n'a pas l'habitude de parler de consentement amical, encore moins dans les bandes de mecs. Dans la première partie de notre conversation, la journaliste Marie Turcan nous racontait toute l'enquête qu'elle et ses collègues de Mediapart ont menée sur le business de l'humiliation de la chaîne Jean Portmanov sur Kik. Si vous ne l'avez pas écouté, allez-y. On a dressé le tableau de la bande du local, comme ils se font appeler, dans laquelle Owen, alias Naruto, et Safine humilient et violentent Raphaël Graven et Stéphane, alias Koudou, tout ça sous l'encouragement de leurs fans. Mais une fois qu'on sait tout ça, il reste encore plein de questions en suspens. Ce qu'il y a de singulier dans ce spectacle de la cruauté en ligne, c'est que non seulement il s'appuie sur un véritable boys club, mais il repose aussi sur une hiérarchie des vies entre personnes valides et personnes handicapées. C'est ce qu'on appelle le validisme, un système de pouvoir encore très peu conscientisé, très peu politisé surtout, dans le débat public. Dans l'affaire qui nous intéresse, Stéphane est un homme handicapé et sous curatelle financière. Ça veut dire qu'il ne peut pas contrôler son argent par lui-même. Et du côté de Raphaël Graven, lui n'est pas handicapé, mais c'est une personne vulnérable, très isolée socialement, avec beaucoup de problèmes de santé. Quelle place ça a pu jouer, ça, dans les humiliations virilistes et les sévices qu'ils ont tous les deux subis devant des centaines de milliers de viewers ? Cette question, elle nous pousse à nous regarder dans le miroir, à examiner qui se tient à quelle place dans les amitiés masculines et surtout, à qui ça profite le plus. Ici Naomi Titi, bienvenue dans Les Couilles sur la table, le podcast où on explore les masculinités créé par Victoire Tuaillon. Marie Turcan est journaliste et plus spécifiquement, elle est spécialisée sur les discriminations. Elle commence par me raconter ce qu'elle a compris de la construction des masculinités dans cette bande de streamers. Comment s'agencent les rapports de pouvoir à l'intérieur ? C'est compliqué de calquer des schémas classiques sur quelque chose qui dépasse quand même un peu ce qu'on a l'habitude de voir. Dans cette construction de leur masculinité, on voit quand même que l'objectif, c'est qu'il y ait des dominés et des dominants, mais que ce soit pas dit. Et que pour que les dominants soient encore plus renforcés dans leur position de pouvoir, il faut donner du crédit aux dominés et aux victimes. C'est pour ça que quand je dis Koudou, il est valorisé parce qu'il tape fort, c'est une humiliation, mais c'est aussi pour eux une manière de le garder près d'eux, en disant, voilà, il a des côtés attachants, il a des côtés valorisables et valorisants. Surtout d'un point de vue de virilité. Le fait d'avoir de la force, de savoir se battre, c'est un compliment parfait en fait dans une bande de potes de mecs. Mm-hmm. Et d'ailleurs, Owen, Safine et Gwen, c'est pas non plus les alpha males par excellence. Ils performent pas la masculinité typique de la grande force, les gros muscles, tout ça. Mais en rapport avec Raphaël Graven, par exemple, il y avait du coup tout ce que je racontais sur la santé, le fait que eux se valorisaient comme étant sains comparé à Raphaël Graven. Eux, ils fument pas, je sais pas s'ils boivent, mais je pense pas. Il y a toute une notion de dire, regardez-moi, lui c'est un déchet. Parfois on va venir l'aider en allant par surprise nettoyer son appartement, mais en réalité ce qu'ils font, c'est qu'ils renforcent leur propre qualité de vie et leur propre image d'eux-mêmes en disant, bah voilà, nous on n'est pas comme ça. Nous on est propre, nous on fume pas, c'est lui qu'il faudrait sauver et c'est lui qui est diminué face à nous. Et donc pareil, sous couvert d'aimer, en fait ils renforcent un espèce de lien complètement déséquilibré où c'est toujours les mêmes qui ont l'argent. D'ailleurs, quand on parle d'argent et des sommes qui ont été reçues, c'est quand même Owen qui recevait la majorité des sommes et qui ensuite redistribuait tout. La chaîne, elle s'appelle quand même Jean Portmanov. À la base, c'est l'image de Raphaël Graven qui est mise en avant, qui est exploitée. Mais c'est Owen qui garde l'argent. Et après, sur le côté d'exploitation, c'est une vraie question parce que Raphaël Graven, il a touché énormément d'argent quand même. Et il y a même une vidéo qu'on a retrouvée. C'est à peu près 6 000 € par mois. C'est ça. On a une vidéo où il dit, où on lui demande, est-ce que tu aurais envie d'arrêter les streams ? Est-ce que ça te saoule ? Il dit oui. Et ensuite, Safine et Owen lui disent, mais du coup, tu voudrais juste avoir 6 000 € sans rien faire ? Il dit oui. Normal, qui voudrait pas ? Est-ce que t'as déjà eu envie de quitter le local vraiment ? Oui.
Et donc, ça pose cette question du consentement à l'aune d'une emprise financière, qui est, pour le coup, n'importe qui aurait 6 000 € par mois serait hyper content. Donc, en plus, quand on vient d'un milieu défavorisé, quand on n'a pas beaucoup d'argent dans la vie, évidemment qu'on peut pas refuser ça. On peut pas, du jour au lendemain, se dire non. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que, du coup, j'accepte de prendre des baffes, j'accepte de streamer en direct pendant 12 jours, quitte à en perdre la boule parce que je suis hyper fatiguée. Est-ce que je suis prêt à faire ça pour avoir 6 000 €? Honnêtement, je pense que beaucoup de gens accepteraient de faire ça. Et là, pour le coup, il n'y a pas une notion forcément de validisme. Il y a plus une notion d'exploitation dans un système capitaliste où on serait prêt à faire beaucoup pour de l'argent. Et à côté de ça, il y a le principe de la société du spectacle qui fait que tout le monde chérit quand même l'idée d'avoir un quart d'heure de célébrité un jour et potentiellement même peut l'avoir désormais, et que c'est dur, une fois qu'on a acquis ce statut social, d'y renoncer, de sortir des caméras. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, ça fait quand même, maintenant, ça fait 1 an et demi que cette affaire, elle dure. Owen, il n'a pas à couper les ponts, alors qu'il est interdit bancaire, qu'il n'a plus le droit, la justice l'a interdit de remettre les pieds sur Kik et de refaire une chaîne. Et pourtant, il continue à essayer de créer des contenus. Alors, il va faire des lives Snapchat et des vidéos YouTube. Mais c'est vrai que ça pose un engrenage financier derrière et des deux côtés finalement, sauf que forcément il y en a à qui ça profite plus que d'autres. Et même si Raphaël Graven n'était pas handicapé, le fait que ce soit une personne vulnérable, ils l'ont un peu construit comme la figure du cassos en fait. C'est ça derrière. C'est les mecs plus sympas qui lead un peu le groupe face au cassos. Et pour moi, ça c'est vraiment typique des constructions des masculinités et de comment chacun occupe une place de laquelle il faut surtout pas sortir en fait. C'est ça qui se joue dans cette bande finalement. Et d'ailleurs, il y a un rapport à la séduction des femmes, du coup, qui est vachement mis en avant. Owen et Gwen, à l'époque, ils avaient des compagnes, mais je crois que c'est plus le cas. Mais Raphaël Graven, non. Et Koudou, non. Mais le but, c'était, on va t'aider à avoir un date. On va t'aider à avoir une relation amoureuse avec quelqu'un. Et donc, une grande partie de leur concept, ça tournait aussi autour de trouver quelqu'un pour JP. Sauf que quand ils trouvent vraiment, et je crois que c'était à la fois JP mais aussi Koudou, il y a eu des moments où ils ont vraiment trouvé quelqu'un. Notamment JP, il a trouvé une copine à Metz et il est parti pendant quelques jours. Il s'en est pris plein la tronche. Parce que du coup, c'était pas ce qu'il voulait en fait. Il voulait pas que Raphaël Graven soit heureux et qu'il quitte le local pour aller vivre d'amour et d'eau fraîche avec sa dulcinée. Il voulait pouvoir l'humilier en faisant un espèce de concept, mais alors là, ça s'étend aussi à la télé-réalité, à Marié au premier regard, jusqu'à L'amour est dans le pré. Enfin, c'est la misère amoureuse, en faire un spectacle. Oui, parce qu'il disait, on va t'en trouver une, mais c'était des blagues en fait, c'était pour le piéger. Et encore plus avec Koudou, où il y a plusieurs fois, vous le racontez dans vos articles à Mediapart, des moments où ils font semblant de lui dire « Ah, on t'a calé un date avec une fille, vas-y, prends ta voiture, c'est à tel endroit. » Ils le rejoignent à l'endroit en question. Et en fait, évidemment, il n'y a personne et c'était un prank, quoi, comme il l'appelle. Et Koudou s'énerve sur le coup et est très fâché et peiné. Mais bon, il continue quand même à revenir. Ça, c'est vraiment des dynamiques. Il y a un truc très important autour de la séduction dans ce genre de dynamique entre hommes, dans ce genre de bande très marquée dans leur hiérarchie. Et qui est évidemment pas une manière de valoriser les femmes. Bien sûr. Évidemment, ils sont tous là à faire semblant de se battre pour une femme. En réalité, celle-ci, elle peut être inexistante ou avoir aucun intérêt, aucune personnalité. Enfin, en fait, les femmes n'ont aucune importance dans ce mécanisme-là. Moi, j'avais parlé à une qui s'appelle Margot, qui était venue, qui avait joué le jeu. Elle m'avait dit que il y avait une partie de spectacle de je vais faire semblant de draguer JP en direct et puis ça va faire rire les gens et lui il est consentant et voilà. Sauf qu'en fait, elle a mis le doigt là-dedans et elle s'est retrouvée déshumanisée comme les autres et extrêmement injuriée dans le chat. Les internautes ont été une bonne partie à ensuite continuer à la suivre et à l'injurier en dehors du live, même quand elle avait quitté le local, et pendant des mois et des mois, continuer à lui envoyer des messages pour la traiter de pute, de tous les noms, parce que ça devient un nouvel objet à martyriser, en fait. Tant que t'es pas l'homme dans la position dominante, tu deviens un mème, tu deviens un objet à martyriser pour s'amuser. Mais est-ce qu'on peut parler de s'amuser alors qu'en fait c'est juste
juste une question de plaisir que produit la domination, quoi. Et l'autre clé de voûte de ces violences sur cette chaîne, c'est les violences validistes. Donc je le redis, c'est tout un système d'oppression, de stigmatisation et de discrimination envers les personnes handicapées. Ça a été particulièrement le cas contre Koudou. Stéphane, dans cette chaîne-là, tu as consacré tout un papier à cette question-là. Toi, pourquoi tu penses qu'on est tellement aveugle à ces dynamiques validistes-là par rapport à l'affaire Jean Portmanov, mais en général aussi, comment tu l'as vu dans cette affaire en fait ? C'est vrai que ça m'a marqué, autant le tsunami médiatique en août m'a vraiment marqué et j'étais vraiment surprise que ça prenne ces proportions-là. Autant quelques jours ou semaines plus tard, et c'est pour ça que cet article est né, je me suis dit, mais en fait, on n'a pas du tout parlé des personnes handicapées. On a oublié, alors que Jean Portmanov était quand même toujours injurié en utilisant un vocabulaire validiste, mais c'est passé complètement à la trappe. L'existence même de Stéphane Koudou, qui est quand même celui qui prenait le plus de coups, notamment par Safin. Enfin, moi, je me souviens d'images, vraiment, il était déshumanisé au possible. Et d'ailleurs, toute cette communauté ne fonctionnait qu'autour des blagues entre guillemets, des injures sur les personnes handicapées, quoi. Et ça, c'est passé complètement à la trappe parce que en vrai, médiatiquement, je pense que c'était plus porteur de raconter l'histoire d'un homme mort en direct. Ça parlait à une imaginaire qu'on a quand même en tête, dystopique, à la Black Mirror, tu vois. Alors voilà, évidemment, ça devait arriver, on vous le disait. Ça a permis aussi à tous les réacs de sortir du bois et de dire que Internet, c'est terrible, il s'est passé des choses affreuses, vous voyez, on vous l'avait bien dit. Bref, tout ça pour dire que cet angle validiste, on a essayé de se l'approprier du coup pour le remettre un peu au cœur du débat. Ça n'a pas fonctionné parce que en fait, ça a du mal à passer le débat public parce que, comme les violences faites aux personnes handicapées ont du mal à passer le débat public encore aujourd'hui. Moi, ce que j'identifie en termes de discrimination, c'est qu'il n'y a pas un collectif vraiment fort identifié sur la question. Et surtout, il y a vraiment des différents courants de pensée en la matière, de lutte contre les violences psychiques ou physiques faites aux personnes handicapées. Pour chaque objet, il y a des pour et des contre, quoi. Il y a des gens qui sont pour les ESAT, des entreprises où les personnes handicapées sont invitées à travailler, mais du coup, elles sont sous-payées. Il y a des maltraitances, il y a les instituts médicaux pour et contre. Il y a l'espace public, il y a il y a le Téléthon. Enfin, en fait, il y a une manière de non politiser le handicap qui est vraiment compliquée, parce que du coup, ça touche vraiment, c'est une des discriminations qui touche le plus de Français et Françaises, et en même temps qui est le moins décrite. Aussi, je pense cyniquement, parce que ça ne marche pas d'un point de vue médiatique. Oui, en fait, et là, je parle cyniquement médiatiquement, je dis pas que c'est mon avis. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a un énorme angle mort sur les questions autour du validisme, en fait, que pour l'instant, en fait, je pense que ces injures qu'on retrouvait sur la chaîne Jean Portmanov, qui, moi, je me rappelle très bien avoir entendu ça toute mon enfance, en primaire, au collège, au lycée. En fait, c'est quelque chose qu'on a encore du mal à déconstruire. Nous, dans ce podcast, j'aime pas trop ce mot de déconstruction, parce que ça veut un peu tout et rien dire, mais dans ce podcast, on étudie les masculinités et comment, en fait, on devient un homme. C'est pas une catégorie figée, c'est quelque chose qui se construit socialement avec ses pairs. Le validisme et la différenciation qui est faite entre personnes valides, personnes handicapées, et surtout la hiérarchie entre les deux, et le fait d'imaginer, de voir les personnes handicapées comme ayant des vies qui sont moins importantes pour la société, qui ne sont pas productives, qui, en gros, si je caricature, ne serviraient à rien. Ça, c'est quelque chose qu'on a encore énormément de mal à pointer. Moins visible. Je pense que ça participe aussi du fait que les streamers de cette chaîne ne comprennent pas trop ce qui leur est reproché, puisque d'une part, ils disent ils ont bien voulu, ils étaient payés, bon, pas Stéphane, mais en tout cas Raphaël Graven, c'est leur choix, voilà. Et aussi, je pense qu'ils voient pas le mal parce qu'on a du mal à comprendre pourquoi c'est humiliant et déshumanisant d'étiqueter des gens avec ce genre d'injures quand on est une personne handicapée. Et surtout, le pire, enfin moi, ce qui m'anime beaucoup aussi face à cette affaire, c'est le rôle des fans, en fait, dans tout ça, dans cet emballement. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler, est-ce qu'on a une idée de qui sont ces fans et leur profil, en fait? On a écrit un article qui s'appelle Derrière Jean Portmanov, la communauté des messieurs tout le monde, parce que c'était un peu en même temps que l'affaire Pellico, où on a découvert que les agresseurs et les violeurs de Gisèle Pellico, c'est des messieurs tout le monde. C'est qu'il n'y a pas une caractéristique commune autre que le
fait d'être un homme. Dans le local, les internautes sont aussi principalement des hommes, sachant qu'il n'y a aucune étude spécifique sur le sujet. On sait qu'il y a Nathan Ferré, qui est sociologue et qui a étudié Kik et Twitch, et qui fait le constat que la communauté sur Kik est encore plus masculine que sur Twitch, sachant que sur Twitch, c'est déjà pas mal masculin, mais ça s'est beaucoup diversifié avec les influenceuses. Il la met également plus à droite, cette communauté. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai constaté. Comme je l'ai dit en début de podcast, il y a quand même l'extrême droite qui a essayé de récupérer cette affaire de la mort de Raphaël Graven, tué par des Arabes et des musulmans, globalement. Ça n'a pas pris, en fait. Enfin, c'est quand même toute la communauté, et même eux-mêmes, on dit, mais en fait, ça n'a aucun sens. Enfin, pour le coup, on peut vraiment pas dire qu'il y avait des discriminations raciales à l'intérieur de leur groupe d'amis, quoi. Enfin, c'était vraiment pas le cas. En revanche, j'ai pu discuter avec donc des fans et aussi des femmes streameuses qui sont passées par le local et qui ont quand même estimé qu'il y avait une grande partie d'hommes. Je pense qu'on est à 85% à mon avis d'hommes, même s'il y a toujours des femmes qui vont soit pas commenter, soit se faire toutes petites. Et les femmes sont vraiment utilisées comme des objets à travers ces scénettes, des objets de séduction principalement. Elles n'ont pas vraiment de discours, à part, c'est vraiment la maman et la putain. Donc il y a soit les femmes qui viennent pour se faire séduire, soit la mère de Raphaël Graven qui joue la semi-folle, qui passe des coups de fil un peu qui n'ont pas trop de sens, et on va aller à nouveau se moquer d'elle parce qu'elle réagirait pas comme tout le monde. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que non seulement donc Owen a décrit lui-même sa communauté comme des bons pères de famille au téléphone quand je l'avais eu au téléphone, mais on a vu qu'une fois que Raphaël Graven était mort, il y a d'autres vidéos qui sont ressorties de footballeurs, Adil Rami par exemple, qui était apparu sur un live avec Raphaël Graven et Koudou en train de faire de la boxe, et il va voir JP et il s'approche de lui, il lui donne des conseils, il lui dit voilà, faut taper comme ça, fort, comme ça, là tu vas vraiment lui faire mal, comme ça. Et donc c'est là où ça brise vraiment la fausse impression qui est que ce serait une communauté de petits garçons, de jeunes garçons, des petits rats dans leur cave en train de streamer toute la journée des contenus en mangeant mal et en voyant pas la lumière du jour. Non, il y avait aussi en effet des pères de famille, des mecs qui sont insérés socialement, donc jusqu'aux footballeurs. Qui sont même des célébrités, quoi. Franchement, la figure du footballeur là-dedans, elle s'insère parfaitement pour montrer comment même quand on a atteint un tel niveau de reconnaissance sociale en tant qu'homme, donc on coche toutes les cases de la masculinité alpha male, on a des muscles, on est beau, on a fait du foot, tout le monde nous kiffe, il était avec Pamela Anderson, accusée de violence conjugale d'ailleurs. Et malgré ça, il a pris du plaisir, lui, à aller voir ces streamers-là, à aller parler à Raphaël Graven. Et là où c'est mis en scène et comment ils le décrivent les fans, c'est de dire mais voilà, il l'aime. Lui aussi, il l'aime. Tout le monde aimait JP. Regardez, même Adil Rami est venu lui donner des conseils en direct. Enfin, pardon, c'est pas de l'amour, c'est du spectacle. C'est littéralement une manière pour ce footballeur, mais comme d'autres footballeurs qui ont participé à ces directs, de se réinsérer dans une communauté masculine où, en fait, tout est bon pour renforcer nos propres liens au détriment d'une victime ou d'un souffre-douleur. Mais comme on n'est pas des grands méchants, on va pas l'appeler notre souffre-douleur. On va pas le traiter exactement comme ça. Oui, avec ce truc assez dur que j'ai retrouvé par rapport à comment fonctionnent en fait les dynamiques de bullying au collège, au lycée, qui est que ce soit Stéphane ou Raphaël Graven, si c'était dans leur vie des hommes assez isolés socialement, qui n'avaient pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de relations sociales, tout d'un coup le fait d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une bande, d'être toujours avec eux, toujours entouré, en fait forcément ça fait une différence et ça peut peut-être les faire revenir, en fait, les faire rester. Des fois où quelques jours ils partent, quelques semaines, ils finissent toujours par revenir. C'est quelque chose qui ressemble finalement aussi aux dynamiques d'emprise plus classiques dans les violences conjugales. Et je doute pas de leur amitié en plus. Je pense sincèrement qu'il y a énormément de groupes que ce soit d'hommes ou de femmes, mais je pense principalement des hommes qui se construisent sur cette mécanique-là. Où en fait il y en a qui sont dans les victimes et il y en a qui sont dans les souffre-douleurs et il y a les autres. Et
ça reste des gens qui se côtoient au quotidien. Mais quand c'est mis en scène et que ça montre... Parce qu'une des caractéristiques qui a fait que Naruto et Safin sont poursuivis en justice aujourd'hui, c'est la diffusion de ces images. C'est en fait, qu'est-ce que ça fait de diffuser ces images ? Et donc, la provocation à la haine envers les personnes homosexuelles ou les personnes handicapées, elle passe par tout ça. Elle passe par le langage, mais elle passe aussi par ces humiliations répétées, par les claques derrière la tête. C'est tout un système. Et quand on voit, et c'est ce que tu disais, quand on regarde le chat et qu'on les voit répéter, en fait, c'est ça, tout est répété, et on se dit, mais il y en avait combien ? Il y en avait 160 000 abonnés, il y avait des dizaines de milliers tous les soirs. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font le soir quand ils rentrent chez eux ? Qu'est-ce qu'ils font quand ils croisent une personne handicapée dans la rue ? Ils vont l'appeler le beluga, ils vont aller lui faire une balayette, ou ils vont aller le taper comme Safin tapait Koudou pour faire apparaître un bleu en direct. En le déshumanisant totalement. Comment est-ce qu'on peut se dire qu'on crée là des citoyens aptes à l'empathie et à tout ce qu'on cherche dans des citoyens bien formés, quoi. Et même pour créer des relations qui soient pas fondées sur la violence, en fait. C'est ça, pour moi, cette affaire, parce que, en effet, le traitement médiatique, il a beaucoup tourné autour de qu'est-ce qu'ont fait les plateformes, qu'est-ce qu'a fait l'Arcom, ce qui est évidemment très important. Mais je pense qu'on a manqué un truc dans le fait d'aller chercher encore plus loin, de dire qu'est-ce qui fait que dans une bande de potes, même si ça n'avait pas été filmé, en fait, ça existe, ce genre de dynamique partout. Et c'est ça, en fait, que j'aimerais qu'on questionne, c'est quels sont ce genre de dynamiques dans nos propres vies, le nombre de bandes de potes qui fonctionnent sur ces bases-là. Et c'est ça que ça raconte pour moi, cette affaire-là. Et même d'un point de vue légal, un truc à rajouter, qu'on a découvert a posteriori par la ministre du Numérique, c'est que il y a eu 80 signalements à Pharos. Donc Pharos, c'est la plateforme de signalement en ligne des contenus illicites. Si vous voyez un truc illégal en ligne, vous l'écrivez à Pharos. Derrière, il y a des policiers qui sont chargés de faire ça. Il y a eu 80 signalements au ministère de l'Intérieur, du coup, c'est le ministère de l'Intérieur. Ils ont été traités, ces signalements. Donc ça veut dire que 80 fois, un policier a regardé le signalement, donc a regardé la vidéo qu'on lui envoyait, et s'est dit, ça, ce n'est pas manifestement illicite. C'est faux. C'est faux. Forcément, il y a quelque chose de manifestement illicite. Évidemment que les gendarmes qui sont passés là, en voyant 4 mecs enchaînés, dont un en barésie, qui dit oui, je suis consentant, on aurait peut-être pu se poser des questions. Et là, c'est là où on tient quand même un nœud étrange de qu'est-ce que c'est un signal faible par rapport... Là, en ce moment, on a plein de débats politiques sur la justice engorgée et sur comment est-ce qu'on traite les violences sexuelles faites aux enfants. En fait, du coup, à l'aune de ça, évidemment que la priorité, elle n'est pas donnée à Raphaël Graven quand on voit l'échelle de la gravité des faits qui doivent être traités et de la gravité des plaintes. Mais quand même, ça interroge 80 signalements sur Pharos pour les mêmes créateurs de contenu qui sont là à Nice, alors même qu'il y a une enquête préliminaire ouverte sur eux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on leur dit d'arrêter, quoi. Et en plus, je dis ça en sachant fort bien que pendant des années, moi, à Numérama, on a défendu la liberté en ligne, le fait que ça veut pas dire qu'on essaie de censurer tout le monde, mais il y a un juste milieu qui, là, pour le coup, semble avoir été complètement désaxé, et pour le coup, un peu à cause de ces plateformes qui sont arrivées en mode Far West, en disant, en fait, on va faire ce qu'on veut, et peut-être que dans 5 ans, vous allez nous fermer, mais là, pendant 5 ans, on a un sweet spot, et on va pouvoir passer notre temps à faire ce qu'on veut et à gagner un maximum d'argent. Et on l'a vu, les 3 dirigeants de Kik, ils ont été quand même convoqués par la justice française, et ils sont pas venus. Ils sont juste pas venus. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On fait une réquisition de mandat d'arrêt. Ok, peut-être que d'ici quelques années, Kik va fermer. Et encore, pour quelle raison ? Il y a une enquête en cours sur fourniture de plateformes illicites contre Kik. Mais du coup, ça rend un peu toute cette histoire vertigineuse. Avant qu'on revienne aux enjeux de ce procès qui arrivera début juillet, j'aimerais qu'on revienne sur cette question du consentement qui est très perturbante dans cette affaire, puisque tu l'as dit, Raphaël Graven et Stéphane, alias Koudou, ils ont plusieurs fois déclaré qu'ils étaient d'accord avec les sévices qu'ils subissaient, que c'était de leur plein gré. Ils ont dit ça plusieurs fois pendant les streams, à la police, enfin voilà. Comment tu vois ça, toi ? Qu'est-ce qui fait qu'on accepte 2 ans de violence en ligne ? Alors, pour la petite anecdote, moi, quand j'ai envoyé les questions avant de publier l'enquête, j'ai écrit à Raphaël Graven, à Stéphane, à Naruto, à Safin, et seul Naruto m'a rappelé, et il m'a dit, la première phrase qu'il m'a dit, c'est « JP m'a transféré votre mail ». Et je me suis dit, déjà là, on a
toutes les explications qu'on a besoin d'avoir sur ce que c'est le consentement et la relation qui les lie entre eux. Si JP est pas capable de prendre la décision lui-même de me répondre ou pas, et qu'il est obligé de transférer mon mail à Naruto pour savoir s'il doit répondre ou pas, ça pose quand même déjà les bases de cette relation complètement déséquilibrée et hiérarchique, quoi. Après, il y a la question de l'argent, qui reste centrale à cette histoire. On en a parlé un petit peu, mais de telles sommes d'argent, 6 000 euros par mois, des centaines de milliers d'euros en quelques années, ça donne le tournis. Et ça peut aussi flouer la notion de consentement. Qu'est-ce que c'est un consentement éclairé quand, en fait, on est quand même oppressé et par plein de contraintes sociales. Et dans un monde capitaliste aujourd'hui, 6 000 euros par mois, c'est quoi ? C'est les 1% de la population, même pas qui gagne ça. Donc forcément, ça fait tourner la tête et ça emprisonne. Et de toute manière, dans ces histoires, c'est toujours un peu le même débat et le même dilemme. On peut pas ne pas penser à cet arrêté sur le lancer de nains, comme on dit entre guillemets, qui est en fait un arrêté administratif qui a donné le pouvoir aux mairies d'interdire les spectacles de lancer de personnes atteintes de nanisme qui se disaient complètement consentantes à cet exercice. Donc on rentrait dans des canons et puis c'était un truc une espèce de cirque humain, quoi. Qui fait vraiment écho aux freak shows américains, qui sont nés en Amérique, où vraiment justement le fait de mettre en scène des personnes handicapées comme des personnes bizarres pour créer du spectacle, c'était vraiment la source d'une grosse manne financière et c'était leur travail, quoi. Ouais, et qu'est-ce qu'on dit d'eux d'ailleurs en les voyant ? On les aime. On adore les regarder, c'est fou, c'est spectaculaire. On paye pour aller les voir faire des choses et on paye pour aller voir se faire humilier. Ça vous fait penser à quelque chose ? Enfin, forcément. Quand on a sorti l'enquête, on a appelé ça le business de l'humiliation. Et je me souviens que la personne qui avait relu l'article et qui l'avait publié, après nous avait envoyé un mail à Bérénice et moi en disant mais c'est vraiment les os humains renouvelé, quoi. Et c'est vraiment, c'est exactement cette même mécanique. C'est vous montrer le fric du jour, et en plus on va le provoquer avec un petit bâton, et puis comme ça on va l'énerver de plus en plus. Et derrière aussi sur cette histoire du consentement, ça pose pour moi la question de quand on est la personne en face, comme Naruto ou Safin, je sais pas en fait s'ils se rendent compte de est-ce que ce consentement est vraiment éclairé ou pas. Je pense qu'ils ont une sorte de déni et qu'ils pensent vraiment quand ils disent ils étaient consentants, ils ont fait de leur plein gré, on est potes et tout. Je pense qu'ils le croient. Sincères. Ouais, je pense qu'ils sont sincères. Et c'est vraiment pour moi la distinction qui fait partie de la sociabilisation masculine entre le consentement absolu, c'est-à-dire je demande à quelqu'un s'il est d'accord et dit oui. Ok, je me pose pas plus de questions, c'est ce qu'il dit, le reste c'est son affaire, et le consentement qui implique une certaine responsabilité, c'est-à-dire de se poser la question de qu'est-ce qu'on inflige à la personne à travers cette relation-là, ce lien-là, cette violence-là, même quand c'est soi-disant consenti. Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait ? Et ça pose la question de vraiment avoir une boussole d'empathie, et qui est vraiment aussi le cœur de cette affaire-là. Et surtout, quand on voit la façon dont Owen Naruto parle de cette affaire, tu racontes dans un de tes articles qu'en janvier 2026, il fait son retour sur YouTube, et il dit « Je suis resté dans le silence pendant 4 mois, et aujourd'hui, je reviens, je vous pisse tous dessus. Je fais pas cette vidéo pour demander pardon, j'ai rien à me faire pardonner. » J'avais dit que le local était terminé. Sa mère, on a décidé autrement. Joël, on a décidé autrement. Elle a clairement dit, voilà, c'est l'héritage de JP, vous avez construit tout ça ensemble, il faut pas l'abandonner. Elle a raison. Donc je suis revenu sur cette décision. Donc oui, ça va continuer, oui, je vais continuer. Et vous savez ce qui m'a aidé à continuer ? C'est vous. Votre haine, vos critiques, ça m'a aidé. Donc oui, je compte revenir, je vais faire du contenu. Et moi, cette absence totale de remords et de remise en question, je trouve ça complètement fou. À ton avis, pourquoi il s'enferme dans ce ton hyper revanchard ? Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que à l'inverse, lui, s'il t'écoutait, il dirait mais moi, je suis beaucoup plus empathique que toi, en fait. Moi, j'ai vécu avec JP et Koudou pendant 2 ans. On est comme des frères, on est tous sur le même pied d'égalité. On se ressemble pas, mais on s'aime quand même. Pour lui, il est le summum de l'empathie, en fait. Et c'est là où il comprend pas
pas les dynamiques de pouvoir, ou il voit pas, ou sincèrement, il veut pas voir, parce que c'est pas des débiles, en fait. Enfin, c'est quand même je pense que c'est vraiment un déni, quoi. Et il sait très bien que c'est ça qui lui fait gagner énormément d'argent. Il est foncièrement triste que son pote soit mort, et enfin, jamais ça n'a été remis en question nulle part. Je pense même que dans ses relations, quand j'avais au téléphone, il disait oui, mais moi j'ai fait Nouvel An avec JP, il connaît ma famille. Bah oui, en fait, c'est vrai, c'est des familles qui se mélangent, c'est des gens qui se connaissent, c'est des gens qui construisent un peu leur vie les uns autour des autres. Mais c'est aussi des milieux, du coup, où leur vie privée se mélange avec leur vie du professionnel, sans aucun contrat. On n'en parlera pas là, parce que franchement, c'est pas le sujet. Mais tout ce qui s'est passé là sur les 2 dernières années, ça relève quand même aussi du droit du travail, qui n'a pas du tout été appliqué ni respecté. Aucun contrat avec Kik depuis le début, ça même Naruto me l'a dit. Aucun contrat qui les lie entre eux. C'est vraiment Owen avec son téléphone qui fait les virements Revolut à toute la MIF, quoi. Enfin, vraiment, il y a un truc complètement, Far West, en fait, qu'on réplique. Le Far West sur Kik, le Far West dans la vraie vie. Mais tout ça, c'est, en fait, vous comprenez pas, parce que nous, on est tous différents, mais on passe quand même nos journées ensemble. Et du coup, en fait, c'est eux les plus tolérants. Pour eux, c'est ça. Et il y a des moments où, sincèrement, c'est quand même... je me suis remise en question aussi, en vrai. Ce que j'ai pas dit dès le début, c'est que quand on a décidé d'enquêter sur cette histoire, il y avait quand même la notion de ok, mais si les deux sont consentants, est-ce que moi, en tant que personne valide, je peux être à l'aise avec le fait de faire un article sur une personne handicapée et penser à sa place et venir qui est-ce que je suis moi pour l'empêcher de faire ces trucs? Et je pense notamment à Fabien, qui est un TikToker handicapé, qui a un handicap plus lourd que Koudou, qui est devenu très célèbre sur TikTok. Il a, je pense, plus de 100 000 abonnés. Et évidemment que la majorité des abonnés, c'est pour se moquer de lui. C'est pour se moquer de sa manière de parler, c'est pour sa manière de marcher. Il a même été invité sur Le Local. Mais demain, je vais pas faire un article sur Mediapart en disant un homme handicapé fait des TikTok et les gens se moquent de lui. Donc, ce qui nous a poussé à écrire, c'est qu'il y avait un rapport de domination monétisé. Et en plus, vraiment monétisé, parce qu'en plus, Koudou, il touchait pas d'argent. Donc, c'est encore pire de pire de pire. Et que même s'il se dit consentant, au même titre que Raphaël Graven, ça pose des questions juridiques, morales, et c'est pour ça que ça valait un article. Mais ce questionnement-là, moi, je sais que Naruto, il me l'a renvoyé dans la tête, en fait. Mais en fait, vous êtes qui pour venir dans nos vies, nous dire comment agir, nous dire comment penser? Et c'est vrai que ça pose toujours des questions, et de toute façon, quand on fait des enquêtes, c'est toujours l'équilibre entre... on n'est pas là juste pour poser un jugement moral, même si en vrai on pourrait faire des articles sur quelque chose d'amoral mais pas illégal, parce qu'on n'est pas juste lié par la justice. Mais là il y avait quand même un combo entre l'argent, l'influence, le nombre de personnes qui suivent, la masculinité, le validisme, enfin tout là est quand même un sujet extrêmement ancré dans notre époque, quoi. Et en fait, je me dis que derrière ça, je pense qu'on n'en serait pas là avec ces genres de dynamiques d'humiliation en ligne sur des personnes handicapées si les personnes handicapées avaient une place pleine et entière dans la société, s'ils pouvaient travailler à la hauteur de leurs possibilités, s'ils avaient des logements corrects. Enfin, en fait, il faut aussi regarder dans cette affaire-là le système plus global. Et pareil aussi du côté de Naruto et Safine, s'ils viennent de quartiers populaires, s'ils sont, comme Safine, un homme maghrébin, s'ils sont comme Owen et Gwen, des hommes qui se sont convertis à l'islam, donc qui sont en fait de fait discriminés sur le marché du travail, même du point de vue du logement et tout ça. En fait, s'ils ont peu d'options de travail, s'ils ont peu d'options pour avoir une bonne vie, pour avoir une vie qui leur convient, qui soit en dehors des circuits d'illégalité, du trafic de drogue et tout ça, on vient de faire un épisode sur le sujet dans Les couilles sur la table. En fait, s'il n'y avait pas ce système économique qui les dévalorise tous, on n'en arriverait peut-être pas là, en fait. En tout cas, ils avaient la possibilité d'être influenceurs. Enfin, c'est pas pour dénigrer juste le métier d'influenceur, quoi. C'est qu'en fait, comme tu dis, un vrai travail et tout ça, je pense potentiellement... Oui, je veux dire un travail qui n'implique pas de violenter quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que si c'est ça qui marche pour gagner de l'argent en tant qu'influenceur sur Kik, en fait, plus t'es violent, plus tu gagnes de l'argent. Donc c'est ça, en fait, qui pose question derrière. Ouais. Et c'est d'ailleurs comme ça que Kik fonctionne encore aujourd'hui aux États-Unis. Enfin, il y en a qui chassent des pédophiles et ensuite ils les humilient en leur rasant la tête. Enfin, il se passe des choses sur Kik, sur cette plateforme qui est vraiment, qui sont vraiment graves et en même temps, pour le coup, qui deviennent de moins en moins régulables parce que pléthore de contenu et d'heures de contenu à surveiller, c'est plus possible, quoi.
Avant de finir notre conversation, est-ce que tu peux nous dire, d'après toi, qu'est-ce qui aurait pu ou même dû être fait pour éviter la mort de Raphaël Graven Quels enseignements, en fait, on devrait tirer de tout ça ? Je pense que bien Malin ou Maline saurait si Raphaël Graven ne serait pas décédé exactement le même jour, à la même heure, s'il avait pas rencontré le local. C'est quelqu'un qui avait une santé fragile, avec des antécédents compliqués, physiques, des vrais problèmes. Donc, aujourd'hui, moi, je serais incapable de dire si sa vie aurait été différente ou s'il aurait vécu plus longtemps ou si sa mort aurait pu être évitée. Par contre, ce qui aurait pu être évité, c'est cet engrenage de la violence, c'est de réussir à avoir plus de moyens policiers pour pouvoir accélérer les enquêtes quand elles sont ouvertes, et notamment une fois que la première saisie de matériel avait été faite. En réalité, il y avait quand même 9 chances sur 10 pour qu'ils aient pas assez d'argent pour revenir, et que du coup, le matériel, une fois qu'il a été saisi par la police, il est sous scellé, ils peuvent plus streamer, normalement ça s'arrête. Là, il y a eu, en fait, ça démontre une certaine volonté de leur part quand même de pas lâcher, de se remettre volontairement aussi dans l'illégalité, et du coup pour le coup de casser un peu ces règles-là. Je pense qu'à ce moment-là, on en revient à un truc hyper bateau, mais dont on parle encore aujourd'hui sur les moyens de la justice, les moyens de la police, de pouvoir mettre en place des personnes qui, quand ils reçoivent 80 signalements pharos sur le même sujet, peuvent se dire, en fait là on a les moyens d'agir, là on va y aller, mais il faut se rendre compte le nombre d'heures de contenu que c'est. Aujourd'hui, le parquet de Nice a mis 1 an et demi à avoir une date de procès. C'est quand même presque rapide par rapport à la lenteur de la justice. Après, c'est devenu quelque chose de très médiatique, donc on peut comprendre qu'il y a une attention particulière donnée, et tant mieux, on peut dire. Mais en réalité, là, le procès, ils vont pas finir en prison. Enfin, ils vont pas prendre de la prison ferme, ou alors, peut-être je me flagellerai, désolée si j'ai tort du coup, peut-être que j'aurais l'air bête, mais ça m'étonnerait quand même franchement, quand on voit aujourd'hui combien prennent les gens qui cyberharcèlent ou qui font de la provocation à la haine. C'est souvent du sursis, si c'est du ferme, ça veut dire qu'il y aura un aménagement. Bon, moi je pense que ce qui va être intéressant, et ce qui va potentiellement être inquiétant aussi, c'est de savoir ce qui va se passer après, parce que d'après ce qu'on voit, là, il y a quand même plusieurs personnes du local, depuis qu'il y a une date de procès, qui ont recommencé à streamer. Pas Naruto et Safin, parce qu'ils n'ont vraiment pas le droit. Mais quand on voit Naruto qui revient sur YouTube, quand on voit tous les membres du local qui relancent leur chaîne Kik, où ils essayent à nouveau de mettre en scène un peu des violences, mais en fait ils se refont fermer, donc ils repartent. En fait, c'est quand que ça s'arrête ? Est-ce que ça va pas être quand même quelque chose qui exemplifie un pied de nez à la justice et aux limites qu'on a, parce qu'on a créé des monstres de diffusion qui sont à la fois super chouettes, parce qu'on peut se dire génial, Internet c'est super, on peut diffuser plein de choses, mais en même temps, si la personne elle récidive, à un moment, on va pas non plus mettre tous les moyens du monde de la justice et de la police sur Naruto et Safin, quoi. Par contre, ça a fait du bon spectacle, parce que ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait quand même, depuis cette affaire, beaucoup de gens qui s'étaient intéressés, notamment dans les boîtes de production, à cette affaire, et qui prévoient des séries Amazon Prime, des séries Netflix. Et donc, je trouve que c'est quand même assez paradoxal, parce que de se rendre compte que là, aujourd'hui, Naruto, Safin, tout ça, sont allés d'eux-mêmes chercher des boîtes de prod, des diffuseurs, pour dire on veut raconter notre histoire, ça montre une envie, encore une fois, de prendre la lumière, mais c'est quand même un peu vertigineux en termes de mise en abîme de la société du spectacle. Enfin, que malgré tout ça, imaginez qu'un jour, c'est fort probable, ça devienne une série Amazon ou une série Netflix. Enfin, c'est vraiment les poupées russes, quoi. Est-ce qu'on apprend vraiment, du coup, en créant à nouveau un objet de culture ? Je dis pas que c'est pas intéressant d'y revenir, et je serais plutôt rassurée de pouvoir être interviewée dedans, ou alors au moins raconter un peu comment on a travaillé, pour qu'il y ait un petit point de vue antagoniste là-dedans. Mais c'est vrai que ça m'interroge sur tout le buzz que ça a fait et que ça pourra faire dans le futur, sur est-ce qu'on a vraiment bien compris les mécaniques de cette histoire. Mais justement, moi j'ai envie de te poser comme question, la répression c'est une chose, de qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils arrêtent de produire ce genre de contenu violent en ligne, mais j'aimerais aller un peu plus loin en fait. Comment on fait pour
que ce genre de dynamique soit plus questionné à l'intérieur des bandes de potes. En fait, la réflexion sur comment on crée des amitiés masculines, comment on crée un rapport à l'autre. Enfin, en fait, c'est ça que je vois dans cette affaire et que j'ai l'impression qu'il y a un peu... Là, c'est la question à 1 000 €, quoi. Enfin, j'imagine que sur ton podcast, en plus, ça doit revenir assez souvent. Ouais. La question de l'éducation des hommes et de l'éducation à l'empathie, à la douceur, Mais en fait, j'y pensais tout à l'heure en arrivant. On a même grandi avec Vidéogag. On a grandi à regarder des gens qui se cassent la gueule et potentiellement qui se font mal. Et il y a peut-être quelque chose qui transcende quand même un petit peu la masculinité là-dedans. Ça, je pense que c'est assez clair. Ce qui est aussi assez clair, c'est que on est dans une société où la radicalisation masculiniste, elle est avérée. Tu as parlé de claviculaire tout à l'heure. C'est vraiment l'exemple typique de hommes qui veulent over-maxer leur look pour devenir extrêmement séduisants. Pour les hommes, en fait, parce que en réalité, cette idée de corps super musclé, ils le font pas pour séduire une meuf. Ils le font pour avoir l'air musclé autour de leurs potes et avoir le plus de muscles, tout ça. Là, c'était un peu pareil. C'était à celui qui va cyberharceler Mediapart le plus fort ou le plus vite. C'est celui qui va envoyer le don le plus élevé avec l'injure la plus forte pour pouvoir être le plus vu et reconnu à l'intérieur de cette communauté. Et donc... évidemment qu'il y a une question de sociabilité masculine. Je sais qu'il y a Valérie Ray-Robert, qui est une autrice qui a écrit sur la culture du viol, qu'on avait interviewée, et qui disait qu'elle ouvrait tout de suite la responsabilité au champ politique et associatif qui perd aujourd'hui de l'influence. On voit que les budgets alloués aux associations sont... réduite à peau de chagrin parce que notre gouvernement n'en a rien à faire. Les politiques ont complètement abandonné l'idée de créer ou de valoriser les communautés, et du coup il y a moins d'espace de sociabilisation à l'extérieur. On l'a vu là avec la célébration du PSG, où en fait des jeunes qui sortent dans la rue pour célébrer, ils sont immédiatement criminalisés. Et on n'a pas mis d'écran géant dehors pour la finale parce que on voulait pas qu'ils puissent célébrer, on voulait pas qu'ils puissent occuper l'espace public. Donc à quoi est-ce qu'ils sont réduits? Ils sont du coup réduits à se renfermer, à regarder ce genre de trucs en ligne. Et encore une fois, je dis pas que Internet c'est mal. Enfin, on a le droit de passer du temps en ligne et d'avoir un monde qui s'ouvre à nous grâce à ça. Mais je trouvais que c'était hyper intéressant ce qu'elle disait là, parce que c'est vrai que ce côté associatif, le côté sport, en fait, il y a tout un monde politique et social qui les abandonne. Et ça passera par des pouvoirs publics aussi et par des choix politiques pour qui on vote. On gagnerait, à mon avis, si on veut une note positive à la fin, à essayer de retisser ce lien-là. Et pour finir, quelle œuvre d'art tu voudrais nous recommander en lien avec cette conversation? Moi, j'adorais Black Mirror quand c'est sorti il y a longtemps. Ensuite, c'est devenu à la mode de se moquer de Black Mirror, donc je trouve que c'est hyper paradoxal de maintenant le remettre sur le tapis, mais tout ce qu'on a discuté là fait quand même vachement écho à un épisode qui est sorti il y a pas longtemps, l'épisode 1 de la saison 7 de Black Mirror, où il y a un homme qui est contraint de se mutiler de plus en plus face caméra en streaming pour récolter de l'argent. Enfin, vraiment, ça vous rappelle quelque chose. Et il le fait pour avoir plus d'argent, pour pouvoir aider sa femme à avoir un traitement thérapeutique. Et donc, évidemment que ça fait écho. C'est intéressant à regarder. C'est intéressant pour questionner cette notion de consentement, en fait, où on voit que le oui, quand il est dit dans un espace où tout est conditionné, où on n'a pas de moyens, où on est perdu, où il y a la vie d'une personne qu'on aime qui est en jeu, le oui, il veut rien dire du tout. Après, je dirais pas que Black Mirror est excellente en permanence. Néanmoins, je me souviens, quand c'est sorti en 2011, quand ça a commencé, tout le monde disait ça n'arrivera jamais, quoi. Enfin, c'était un peu à la mode de dire mais on dirait Black Mirror, quoi. Et en fait, là, c'est littéralement ça. Enfin, c'est littéralement on martyrise des handicapés en direct et on gagne plein d'argent, quoi. Sur ce terrain-là, c'est un petit peu vertigineux. Merci beaucoup, Marie. Merci. C'était l'épisode numéro 148 des Couilles sur la table avec Marie Turcan, journaliste chez Mediapart. Après cette écoute, j'espère vivement que vous vous sentez mieux armé pour comprendre toute la séquence médiatique qui va s'ouvrir dans quelques jours autour du procès d'Owen et Safin. Pour aller plus loin, je vous encourage vraiment à lire le travail de Marie Turcan et de tous les autres journalistes de Mediapart qui ont écrit sur cette affaire. Bérénice Gabriel, Mathilde Gohanek, Youmni Kezouf, Cécile Hautefeuille, Samia Déchir, Laura Vovchik, Jérôme Ourdeau, Camélia Echiab, Dan Israël et Anas Idou.
On vous met la référence de leur dossier d'articles sur l'affaire Jean Portmanov dans la description et vous y trouverez aussi toutes les autres références qu'on a citées pendant cette émission. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans les 2 parties de cette conversation ? Racontez-nous ça en commentaire et surtout si ça vous a plu, partagez ces 2 épisodes à vos proches, à vos amis qui traînent sur Twitch et sur Kik par exemple. Mettez-nous 5 étoiles sur votre appli de podcast aussi et si vous souhaitez nous écrire directement, c'est possible par mail à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Si cet épisode est parvenu jusqu'à vos oreilles, c'est grâce au travail de toute une équipe. Octave Bautier à la réalisation et au mixage, Aude Miquel, assistante de prod qui s'occupe notamment de l'édition et la mise en ligne, Charlotte Bex, responsable des productions éditoriales, Alban Philly, directrice de production, Lilou Delclit à la communication, Thomas Rozek à la rédaction en chef, Sophie Marchand à la direction de contenu. D'ailleurs, après cet épisode, Sophie recommande de lire ce livre écrit par Thibaut Ress, Le Con de minuit, l'histoire vraie d'un SDF devenu star de la radio. Il a paru en 2024 chez De Noël et il est dispo en poche. Et moi, je m'appelle Naomi Titi, je suis journaliste, c'est moi qui me suis occupée de préparer, mener et monter cet entretien. J'anime et je supervise les couilles sur la table depuis septembre 2024 à la suite de sa créatrice Victoire Tuaillon. Dans le prochain épisode, je reçois la psychothérapeute féministe Anaïs Lebrun-Berry pour parler des pères taiseux. D'après les nombreux témoignages que vous nous avez envoyés, je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Alors pensez bien à vous abonner à ce podcast et à activer surtout les notifications pour être avertis de la sortie de l'épisode. Merci beaucoup pour votre écoute, chers auditeurs, et je vous dis à la semaine prochaine dans Les Couilles sur la table.